Bonjour, bienvenue pour cette édition spéciale Golden Globe Race. Ils étaient 17 à partir le 1er juillet dernier des Sables d'Olonne pour un tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance et à l'ancienne dans les mêmes conditions que lors de la première édition de la Golden Globe en 1968. C'est donc l'heure du dénouement pour le premier, Jean-Luc Vandenette, qui s'apprête dans quelques instants à franchir cette ligne d'arrivée. Nous sommes ensemble toute cette matinée pour vivre cet événement. Avec moi sur ce plateau, Aurélien Huard. Bonjour Aurélien. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Alors ça y est, c'est l'heure du dénouement pour le doyen de la course, Jean-Luc Vandenette. Et enfin, après 7 mois en mer pour Jean-Luc Vandenette, il va boucler donc ce tour du monde en solitaire après 211 jours, 23 heures et une poignée de minutes. On aura le temps officiel bien sûr dans quelques instants. Une arrivée forcément très particulière pour, comme vous le dites, le doyen de la course qui arrive en plus chez lui au Sables d'Olonne. Il était le plus vieux navigateur à s'élancer pour une course autour du monde en solitaire, mais il sera également le plus ancien à le boucler. Alors il est 10h, Jean-Luc Vandenette devrait franchir la ligne d'arrivée dans un petit quart d'heure, entre 10h15 et 10h20. Il a été un petit peu ralenti ces dernières heures. On va retrouver à proximité justement du bateau de Jean-Luc Vandenette, Foulk O'Mahony. Foulk, il y a déjà beaucoup de bateaux autour du bateau de Jean-Luc Vandenette. Oui, en effet, Samuel, il y a très exactement une quarantaine de bateaux qui sont rassemblés, autant des plaisanciers que la sécurité. Mais on a même vu aussi un chalutier, un petit chalutier qui était là, et des voiliers autour de Jean-Luc Vandenette. On s'est approché tout à l'heure, il est donc à 1 mille de l'arrivée, une dizaine de minutes. On l'a senti fatigué, il a salué évidemment les plaisanciers des bateaux qui étaient présents, mais on l'a senti fatigué, difficilement le sourire. On imagine qu'après 211 jours de mer, il a hâte d'arriver ici, dans une ambiance un petit peu humide, puisque la pluie a commencé à tomber plus fort depuis quelques minutes. La mer est plutôt agitée mais sans être trop violente et on est donc à 10 minutes du passage de la ligne d'arrivée pour Jean-Luc Vandenette. On vous retrouvera un peu plus tard, Foulk, pour vivre en direct ce passage de ligne. Nos équipes sont également sur le long du chenal des Sables d'Olonne. On va retrouver sur place Alix Lanos avec Cyril Guillet. Alix, il y a beaucoup de public pour accueillir Jean-Luc Vandenette chez lui au Sables d'Olonne. Oui, tout à fait, il y a énormément de public malgré cette pluie qui tombe sans discontinuer. On est à peu près, je dirais, 1500 à 2000 là sur les quais. Et je suis avec Jean-Claude qui s'est levé très tôt ce matin pour ne pas rater ce moment. Vous arrivez d'où? Moi j'arrive de La Rochelle, madame. Et c'est qu'un plaisir que je me suis levé et j'ai même pas dormi parce que je voulais pas louper cette arrivée. Pourquoi? Qu'est-ce que vous ressentez là ce matin? Ah bah si vous voulez, c'est l'impatience. C'est quelqu'un qui a vaincu, non pas la peur, mais parce qu'on n'a jamais peur, mais de l'anxiété. Faire un voyage de 7 mois, il m'avait dit avant de partir, je mettrai 7 mois. Vous voyez, on arrive, il y a 7 mois, c'est formidable. Hein. Donc vous, peu importe qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, vous êtes là, quoi qu'il arrive. Tout à fait, c'est ça. Tant qu'on ne met pas la vie en danger, on doit être là, quoi. Je pense. Je suis venu pour voir ce qu'on appelle un marin, un vrai marin. Très bien, je reste aux côtés de Jean-Claude. Nous attendons tous impatiemment l'arrivée de Jean-Luc. À bientôt, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Alix, cette personne disait, Jean-Luc Vandenette réalise un véritable exploit, on peut le dire. Il est en tête de la course depuis début août. Oui, il a quasiment fait la course en tête sur toute la course. Et de toute façon, un tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance, et qui plus est, à l'ancienne, c'est forcément un exploit, que ce soit pour Jean-Luc Vandenette qui va terminer premier, comme pour celui qui arrivera en dernière position dans plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, puisqu'il y a des concurrents qui sont encore assez loin. Et c'est un 6e tour du monde quand même pour Jean-Luc Vandenette, qui a bouclé avec cette Golden Globe Race, une course à laquelle il était très attaché. Hein. Il a beaucoup œuvré également pour cette course des Sables d'Olonne. Et donc voilà, il doit être assez fatigué, sachant que les derniers jours ont été compliqués. Et on y reviendra tout à l'heure sur son parcours depuis le 1er juillet, et notamment sur ces dernières semaines, ces derniers jours qui ont été compliqués. Alors on voit là des images en direct du bateau de Jean-Luc Vandenette, des images de l'organisation tournée par AMP. On le voit, la mer est un petit peu agitée, sachant qu'il y a une tempête qui arrive dans les prochaines heures et que Jean-Luc Vandenette, on a essuyé des tempêtes. Il a failli, on le rappelle, abandonner Jean-Luc Vandenette au mois de novembre après une tempête dans le Pacifique. Ouais,
c'était début novembre, aux alentours du 5 novembre, au large des côtes chiliennes. Son bateau a chaviré, le mât a été endommagé et à ce moment-là, c'était assez clair pour Jean-Luc Vandenesse, la course était terminée. Il parlait d'abandon. C'est à ce moment-là qu'il a contacté sa compagne, Odile Lange, en utilisant son téléphone satellite, ce qui est normalement interdit par le règlement de la course. Il lui a annoncé clairement c'est fini, je rentre au Chili, à Valparaiso. Il parlait déjà même de vendre le bateau. Puis finalement, en continuant sa route, il a vu qu'il pouvait réparer du mieux possible en tout cas son mât, faire quelques réparations, puis il s'est dit allez on va continuer et il a pu donc rallier les sables donc sans s'arrêter et donc sans être disqualifié. Il a quand même écopé d'une pénalité de 18 heures pour avoir passé ce coup de téléphone. Ce qui ne l'empêche pas d'arriver ici en vainqueur au Sable d'Olonne. On va retrouver notre équipe sur place sur les pontons du Vendée Globe, devenus les pontons de la Golden Globe Race. On va retrouver sur place Grégoire de Châtillon. Oui, c'est ici, juste derrière moi, sur ce ponton, que va être accueilli donc VDH et son bateau Matmut. Il sera accueilli par vraiment deux grandes personnalités. D'abord le président de la Golden Globe Race, Don McIntyre, et aussi ce marin de légende qui avait gagné le Golden Globe Challenge, c'est Sir Robin Knox Johnson. Le temps est pluvieux, vous le constatez. Ici, c'est très calme. On peut s'imaginer une foule quand même impressionnante sur les pontons pour accueillir ce marin de légende, VDH. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines minutes? On l'a dit, un franchissement de ligne d'ici une dizaine de minutes, aux alentours de 10h15, 10h20. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc franchissement de ligne. Ensuite, forcément, Jean-Luc Vandenesse va prendre la direction du chenal où là, normalement, il sera acclamé par le public. Son public, en grande majorité, les Sablés qui sont venus l'accueillir. Donc arrivé ensuite au ponton du Vendée Globe pour se rendre ensuite au village de la Golden Globe Race qui n'est pas installé sur la place du Vendée Globe, qui est en travaux actuellement. Il y a un village installé à côté du centre de formation des métiers de la mer où il y a une scène. Là, Jean-Luc Vandenesse va pouvoir aller sur scène, prononcer un petit discours. Il aura auparavant bien sûr répondu aux premières questions des journalistes sur le ponton. Il y aura ensuite une pause pour lui. Il va pouvoir faire un break avec la direction de course, souffler un petit peu. Et puis ensuite, il y aura une conférence de presse où là, il va pouvoir raconter ses premières histoires, ses premiers souvenirs de cette grande course. Alors on le voit sur les images, le bateau de Jean-Luc Vandenesse, c'est une des clés de sa réussite et de sa victoire là dans quelques minutes. C'est un Rustler 36. C'est une partie de ce qui a fait sa victoire. C'est un bateau plutôt fiable. Alors, il y avait plusieurs types de bateaux au départ de cette Golden Globe Race, dont le Rustler 36. Il y en avait 6 au total au départ. Alors c'est des bateaux d'un petit peu moins de 11 mètres. Il faut savoir que ce bateau a connu 6 mois de travaux en 2016, celui de Jean-Luc Vandenesse. Le mât, le gréement, les voiles et le moteur ont été remplacés. Et puis dans l'hiver 2017-2018, Jean-Luc Vandenesse a navigué dans la Manche, dans le golfe de Gascogne, pour s'entraîner avec ce bateau. Il était assisté de Lionel Régnier, qui est donc le préparateur de ce bateau, qui lui avait envisagé un temps de participer à la Golden Globe Race, mais faute de financement, il a dû jeter l'éponge. Il faut savoir que ce Rustler 36, c'est également le bateau de Mark Slatz, qui est deuxième actuellement de cette course, et donc qui était en bataille avec Jean-Luc Vandenesse. Et il y avait un prologue, on se rappelle, avant le départ de cette Golden Globe Race, entre l'Angleterre et les Sables d'Olonne. Et à l'époque, Mark Slatz et Jean-Luc Vandenesse avaient terminé aux premières et deuxième places, qui avait conforté un petit peu Jean-Luc Vandenesse dans son choix du Rustler 36. Alors on le rappelle, Jean-Luc Vandenesse a mené la course en tête depuis début août. Il a été le premier à franchir la porte de Hobart. C'était l'un des points de passage obligés dans ce parcours de ce Tour du Monde de la Golden Globe Race. Il a donc franchi le premier cette porte de Hobart au sud de l'Australie. Et déjà à l'époque, donc, il avait répondu à quelques questions de journalistes et il avait indiqué que le matériel, les 7 préparations à la Golden Globe Race avaient été bénéfiques et c'est ce qui expliquait sa première place alors au classement. Je vous propose de l'écouter. On a optimisé beaucoup de choses, dont le mât qui est plus court que celui des autres Rustlers, mais pas que ça, plein de petits détails. Et je pense que la préparation est un des éléments clés avec le régulateur d'allure, qui est un élément clé à mon avis, les voiles qui sont un élément clé, le mât.
et tous les détails, tous les petits détails de préparation qui améliorent beaucoup le bateau. Et je pense que mon bateau est assez rapide aussitôt qu'il y a du vent. Il a un petit déficit de vitesse quand il n'y a pas beaucoup de vent, mais par contre, quand il y a du vent, il est assez rapide. Voilà donc pour cette interview de Jean-Luc Vandenette. C'était en octobre dernier. Alors le parcours de Jean-Luc Vandenette, on le rappelle, n'a pas été simple. Il a subi une tempête dans le Pacifique. Et puis là, les derniers jours également dans le golfe de Gascogne, entre l'Espagne et les Sables d'Olonne, ça a été agité pour lui. Et oui, tempête également ce week-end pour Jean-Luc Vandenette qui avait le choix donc soit de faire une route directe vers les sables et d'essuyer la tempête au risque surtout d'endommager son mât, donc après le chavirage au mois de novembre dans le Pacifique, sachant que le vent venant du nord et lui faisant une route vers l'est forcément en direction des Sables d'Olonne, bien le vent poussait sur le côté vraiment faible du mât. Jean-Luc Vandenette a préféré temporiser. Il avait environ 400 000 d'avance, soit 2 jours et demi d'avance sur Mark Slats. Il a temporisé, il a laissé passer la tempête, même si forcément il a subi des violents coups de vent et une houle assez importante, des vagues de 7 à 10 mètres. Il l'a bien dit dans une vacation notamment, le golfe de Gascogne en janvier, c'est vraiment pas facile. Et on y reviendra sûrement un peu plus tard. En partant le 1er juillet, les skippers ont traversé des zones au pire moment de l'année. On va tout de suite prendre la direction de la ligne d'arrivée où Jean-Luc Vandenette s'apprête à franchir la ligne, Foulk. Oui, en effet, il est juste derrière moi et la bouée, je la vois, elle est juste à côté. Jean-Luc Vandenette, voilà, tous les bateaux qu'on commence à se rassembler, on nous a demandé de nous écarter légèrement, évidemment, pour qu'ils puissent passer symboliquement tout seul cette ligne d'arrivée. Voilà, on est à vraiment quelques mètres. Nous allons déjà quasiment toucher la bouée. On entend déjà les premières cornes de brume, des bateaux qui commencent à sonner et on attend le décompte des derniers mètres ici pour Jean-Luc Vandenette qui arrive et qui va enfin passer cette ligne d'arrivée. D'ici combien de temps on peut l'estimer, Foulk? Pardon, j'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. D'ici combien de temps on peut estimer ce passage de ligne, qu'on le vive en direct à vos côtés? Eh bien, on va être d'ici quelques secondes, puisque voilà, si on tourne légèrement la caméra, vous allez voir, la bouée est juste à côté. Ici, voilà, on est en vue et il est juste derrière. Donc ça va être quelques secondes seulement pour le passage de Jean-Luc Vandenette qu'on va pouvoir vivre en direct sur TV Vendée. Peut-être une précision, Aurélien, est-ce que c'est la même ligne d'arrivée que lors des Vendée Globe? C'est un peu différent le dispositif? Alors, bonne question. Je n'ai plus vraiment souvenir d'exactement de la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Là, c'est une ligne qui en alignement entre le phare vert et la bouée du Nouche. C'est généralement là que sont données les arrivées des différentes courses aux Sables d'Olonne. Et là, ça ne devrait vraiment pas tarder. Dans des conditions qui ont l'air assez difficiles. On entend les foules qu'il n'a pas l'air de faire bien chaud au large des sables. Avec une mer qui a été formée ces dernières heures. Et on le rappelle, il y a une tempête qui est annoncée pour ce soir. Donc les conditions en mer sont un peu agitées. On le voit, beaucoup de bateaux pour accueillir Jean-Luc Vandenette, ce futur vainqueur maintenant dans... Voilà. Ça y est. Voilà, ça y est, il vient de passer la ligne d'arrivée. Jean-Luc Vandenette vient d'arriver. Voilà, après, il vient d'affaler à l'instant son spi, puisqu'il vient de passer cette ligne d'arrivée donc au Sables d'Olonne après ces 211 jours de mer. On l'imagine évidemment très heureux et très marqué par cette aventure de plusieurs mois, tout seul, sur ce petit bateau au final. Et voilà, symboliquement, tous ces bateaux qui commencent à s'approcher pour évidemment aller féliciter le skipper vendéen. Donc passage de ligne en direct sur TV Vendée, arrivée de la Golden Globe Race, Jean-Luc Vandenette est donc le vainqueur officiel de cette première édition, même si c'est une réédition du Golden Globe Challenge de 1968. Jean-Luc Vandenette qui franchit donc la ligne d'arrivée à 10h13 exactement après 200 jours et 23 heures de course. Jean-Luc Vandenette devient le skipper le plus âgé à remporter un tour du monde en solitaire. Et oui, 73 ans, on le disait, c'est assez remarquable quand même cette performance pour Jean-Luc Vandenette. Il va pouvoir maintenant souvent souffler, on le voit déjà se relever puisque on le suivait sur les images depuis ce matin. Il est resté quand même très concentré jusqu'à le passage à la ligne d'arrivée. Puis on voit son équipe qui embarque sur son bateau pour les premières embrassades. Premières embrassades depuis 7 mois. On voit ces images en direct. Donc, il va forcément y avoir Lionel Régnier. Il y avait Odile Lange également, sa compagne, qui était sur le bateau de l'équipe Matmut, qui est le sponsor de ce bateau.
Et là, il va pouvoir lâcher la barre et laisser un peu son équipe se charger d'emmener le bateau vers le chenal. Donc maintenant, remonter vers le chenal des Sables d'Olonne pour une arrivée au ponton, on va dire quoi, vers 11h, peut-être un petit peu avant. On va retrouver peut-être sur le chenal Alix Lanos. On suit tout ça de très loin. Ça y est, Jean-Luc Vandenesse a franchi la ligne d'arrivée. Oui. Est-ce que je suis en direct? Vous êtes en direct, Alix. C'est possible que oui, je vous entends plus. Oui. Alors donc je suis toujours sur le chenal. Alors on a certainement moins froid que Foulque sur son bateau, mais je vous promets qu'ici quand même ça souffle et ça mouille. Catherine, vous aviez prévu le coup et vous êtes venue quand même. Oui, on est venu. En fait, c'est depuis Saint-Jean-de-Mont. Voilà. Vous me disiez c'est rien du tout par rapport à ce que lui il a affronté. Exactement, c'est rien du tout. Quand on voit ce qu'il a pu faire, c'est rien quoi, d'être un peu mouillé quelques minutes, c'est rien du tout. Alors là d'où nous sommes, nous le voyons, on voit la voile bleue. Ouais, on voit bien, voilà. Qu'est-ce que vous ressentez? Bah, une certaine émotion quand même. Je veux dire, il revient là, enfin, c'est formidable quoi, c'est... Voilà. On n'a pas trop de mots pour dire ce qu'un petit bonhomme comme ça peut faire pendant autant de jours. Voilà, c'est surhumain peut-être. Très admiratif, ouais. On sent bien votre émotion, on sent vraiment bien l'émotion de Catherine. Je pense qu'une émotion qui est assez palpable. Tous les gens qui se sont rassemblés ici sont vraiment fiers et émus de venir accueillir Jean-Luc. On n'a qu'une hâte, c'est qu'il franchisse enfin ce chenal. On vous retrouvera un petit peu plus tard, Alix. On va peut-être retrouver Foulque O'Mahony à proximité du bateau de Jean-Luc Vandenesse. On l'a senti, hein, de l'émotion sur le chenal pour ce public venu acclamer Jean-Luc Vandenesse. Je suppose que sur le bateau de Jean-Luc Vandenesse également, il y a beaucoup d'émotions, Foulque. Oui, beaucoup d'émotions. Il y a eu des embrassades, évidemment. Vous l'avez vu, hein, ils sont montés, sa famille, les membres qui l'ont accompagné, évidemment, et préparé pour cette course, sont montés sur le bateau. On a senti de l'émotion ici. Voilà, on s'approche du bateau de Jean-Luc Vandenesse qui est juste devant nous. Évidemment, tout le monde s'est rassemblé, ça paraît logique. Et on a senti le skipper, évidemment, soulagé d'arriver et beaucoup de joie, évidemment. Beaucoup de joie, évidemment, on le suppose. Après 7 mois en mer, est-ce qu'on a une idée de l'impact aussi psychologique, 7 mois en mer, dans des conditions sans doute plus difficiles que le Vendée Globe, même si c'est difficile de comparer puisque les bateaux ne sont pas tout à fait les mêmes? Alors c'est très compliqué de se mettre à la place de Jean-Luc Vandenesse d'aujourd'hui, mais c'est vrai que les choses ont été encore plus compliquées du fait des conditions de cette Golden Globe Race, on le rappelle, sans matériel électronique, donc avec très peu de contact avec la Terre. Il y avait possibilité de contacter l'organisation en cas d'urgence ou lorsqu'il y avait des avis de tempête, l'organisation pouvait contacter les skippers. Il y a également le réseau de radio amateur en mer qui permet de communiquer, ça c'était autorisé et les skippers et notamment Jean-Luc Vandenesse pouvaient avoir des informations sur la météo grâce à cela. Mais on était quand même sur un contact humain, on va dire, très réduit. Et puis il y a la longueur, les 7 mois. Alors bien sûr après on a affaire à... On peut appeler communément un vieux loup de mer, Jean-Luc Vandenesse. C'est pour lui, ça a dû plutôt bien se passer, contrairement à d'autres concurrents qui très rapidement ont jeté l'éponge du fait de la solitude, justement. Mais lui, voilà, par son expérience, a pu vaincre cela. Et puis on attend avec impatience ses premiers mots pour justement qu'il nous raconte comment il a vécu ça. Alors on voit ces images, on le rappelle, Jean-Luc Vandenesse a franchi la ligne d'arrivée de la Golden Globe Race. C'était tout à l'heure, hein, il y a quelques minutes, à 10h13 exactement, après 211 jours et 23 heures de course. Jean-Luc Vandenesse, donc 73 ans, devient le skipper le plus âgé à remporter un tour du monde en solitaire. Jean-Luc Vandenesse qui remporte également, on peut le dire, sa première grande compétition, puisqu'il en a fait des tours du monde, mais il n'a pas forcément gagné de course. Et oui, c'est un peu le poulie d'or de la course au large. Il était habitué aux places d'honneur. Je le disais, c'est son 6e tour du monde en solitaire, mais il a participé à 2 Vendée Globe. Il a terminé 3e en 90, 2e en 93. Même chose sur le Box Challenge, qui est un autre tour du monde, mais avec étape, où là il a terminé 2e en 93
86 et 3e en 95. Autre tour du monde, et là il détient le record, c'est le tour du monde en solitaire à l'envers, c'est-à-dire contre les vents. Il a tenté à 4 reprises ce tour du monde et après 3 échecs, il a enfin réussi à le boucler. C'était en 2004, en 122 jours et 4 heures. Il faut noter également une 4e place sur la Transat Jacques Vabre en 93, une 2e place sur la route du Rhum en 98, mais jamais de première marche du podium pour Jean-Luc Vandenesse. Et bien c'est enfin le cas aujourd'hui en 2019 sur la Golden Globe Race. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il s'est élancé dans cette compétition, peut-être la dernière de sa carrière. On verra avec lui, il y a toujours des surprises. Je vous propose à présent d'évoquer Odile Lange, sa compagne, qui a suivi cette course pendant 7 mois, mais évidemment à distance, puisqu'elle n'avait pas de contact avec lui. Je vous propose de regarder ce reportage que nous avions tourné après 6 mois en mer, c'était début janvier. Regardez. Hop. Alors, où il en est, mon chéri? Cette carte, Odile Lange la consulte 4 à 5 fois par jour. Elle suit l'évolution de son compagnon Jean-Luc Vandenesse, mais aussi celle de son poursuivant, Marc Slatz, ainsi que les prévisions météo. Contrairement à beaucoup de femmes ou compagnes de skippers, elle vit cette aventure à distance en toute sérénité. Je crois en sa bonne étoile, il a toujours eu énormément de chance. Évidemment, tout peut arriver, je suis très consciente qu'il n'est pas différent des autres et qu'en ça, tout peut lui arriver, mais il est hyper rassurant, je lui fais complètement confiance, c'est son élément et j'ai presque plus peur quand il part sur la route fatigué de nuit que quand il fait ce genre de bêtises-là, quoi. Donc, non, ça va, je le vis très bien. Et plus de façon excitée plus que de façon négative, quoi. Malgré tout, il existe des moments plus compliqués que d'autres, lorsque par exemple d'autres concurrents se retrouvent en difficulté ou quand bien sûr Jean-Luc Vandenesse chavire le 5 novembre dernier. VDH utilise alors son téléphone pour contacter Odile et lui annonce que la course est terminée pour lui. Alors là, moi j'étais pas paniqué du tout parce qu'il était absolument pas en détresse physique. Par contre, j'avais vraiment les boules pour lui, quoi, parce qu'il était... Je sentais bien qu'il il me dit bah oui, j'ai pas réussi, c'est tout, on n'en parle plus, quoi. Pouf. Un coup de fil qui coûtera au leader de la flotte une pénalité de 18 heures. Finalement, il réussit à réparer et à poursuivre l'aventure. Une aventure hors norme qu'Odile peut suivre grâce à plusieurs outils. Je suis hyper accro, ce qui n'est pas mon habitude, à Facebook, Twitter. Ça a eu le mérite de trouver beaucoup de points positifs à tous ces réseaux. Et le petit avantage que j'ai par rapport au commun des mortels, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de radioamateurs, certains, les francophones, qui sont passionnés par la course, m'appellent de temps en temps pour me raconter ce qui s'est dit, voire même, quelquefois, ça m'est arrivé qu'ils mettent leur téléphone pas loin du poste pour que j'entende la discussion qu'il a. Il y a vraiment eu plusieurs radioamateurs qui m'ont appelé ou envoyé un petit mail pour me rassurer, me dire que tout allait bien, etc., quoi. Odile Lange commence maintenant à penser aux préparatifs pour célébrer l'arrivée de son héros au Sables d'Olonne. Mais sans date précise, l'organisation est compliquée. On évoque pour l'instant la date du samedi 26 janvier. Et donc une arrivée un petit peu plus tardive qu'envisagée début janvier. Alors Odile Lange, elle a suivi ça, on l'a vu pratiquement avec sérénité. Alors sérénité, c'est pas forcément le mot, mais c'est vrai que quand j'étais à la rencontrer, elle m'expliquait que voilà, elle a échangé souvent avec des femmes de skippers qui vivent assez mal ce genre d'aventure, ces longues courses, notamment autour du monde. C'est moi dans des mers parfois difficiles, avec le risque, il y a beaucoup de crainte, beaucoup de peur, et que c'était vraiment pas son cas à elle. Par contre, beaucoup d'excitation. Tous les jours, aller surveiller les positions sur la carte. Et voilà, elle espérait vraiment une arrivée comme on le disait dans le 26 janvier, c'est-à-dire le week-end, pour bien organiser une grande fête. C'est un peu plus compliqué forcément en semaine, mais on a vu quelques images d'elle ce matin. Elle était également très excitée, très contente de revoir son homme sur son bateau. Et on voit justement ces images de Jean-Luc Vandenesse qui est en train de se diriger tranquillement vers le chenal des Sables d'Olonne après donc son passage sur la ligne d'arrivée à 10h13 exactement après 211 jours
de course. On va retrouver peut-être justement le long du chenal tout de suite Alix Lanos, où on attend avec impatience Jean-Luc Vandenesse qui arrivera dans quelques minutes maintenant. Oui, plus que quelques minutes à attendre. Alors ici, c'est pas l'ambiance du Vendée Globe, mais pas loin. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais il faut se frayer un chemin maintenant pour pouvoir avoir une vue sur le chenal. Et justement, j'ai trouvé Théo et Annie qui sont bien placés. Ils verront très bien le bateau arriver. Vous êtes arrivés tôt ce matin? À 8h. 8h, ça fait 2h30 qu'on est là. Pas question de rater cette première arrivée. Ah non, non. Surtout Jean-Luc, la classe, il a mon âge. Vous avez 73 ans? Ouais. Et alors, est-ce que vous vous imaginez faire ce qu'il vient de faire? Non, pas du tout, pas du tout. C'est une prouesse, c'est un exploit, c'est exceptionnel. Hein. Mais depuis, mais j'ai jamais douté de lui. Hein. Je suis venu là le voir, lui serrer la main avant de partir. Et j'étais sûr qu'il en remontrerait à ces petits jeunes encore. Oui. Vous sentiez que ce serait lui le premier? Ben, depuis le début, il mène la course. À moins d'un accident, non, mais c'est un vrai navigateur. Il a plusieurs Vendée Globe à son actif. Il a gagné le Tour du Monde à l'envers. Son record. Hein, ben oui. Hein. Non, Bon, Annie, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il arrive là? Oui, on voit une voile, une grande voile bleu, blanc, rouge. Je suppose que c'est lui. Le spi est descendu. Et voilà. Bon, vous avez vu, pas question pour Annie de se tourner vers la caméra. Elle veut pas rater une miette du spectacle. Vous nous prévenez quand il arrive? Pas de problème. On vous prévient quand il arrive. Merci beaucoup Alix, merci également à Cyril Guillet qui est à vos côtés. Justement, on va se diriger vers cette nuée de bateaux que l'on aperçoit depuis le remblai des Sables d'Olonne. On va retrouver Fulco Mahony à proximité donc du bateau de Jean-Luc Vandenesse. Oui, comme vous l'avez dit, on est juste à côté de l'entrée du chenal. De nombreux bateaux, parce qu'il y en a d'autres qui ont encore rejoint le skipper vendéen. À noter d'ailleurs que souvent, quand les équipiers montent à bord, une fois que le skipper a passé la ligne d'arrivée, ce sont les équipiers qui prennent la barre et puis le skipper qui se relaxe d'une certaine manière. Et bien là, non, Jean-Luc Vandenesse maintient la barre jusqu'à l'arrivée. Il tient évidemment à poursuivre ce chemin jusqu'au dernier passage qui va être l'entrée du chenal et la remontée du chenal, évidemment. Voilà, avec de nombreux bateaux, évidemment, qui se sont rassemblés autour de lui. Jean-Luc Vandenesse, donc, qui tient la barre de son bateau jusqu'au bout pour le ramener à la maison, chez lui, au Sable d'Olonne. Un bateau, véritable compagnon de route pendant ces 7 mois, on l'imagine, avec un parcours qui a débuté donc, le 1er juillet. Et tout de suite, pratiquement un mois après le départ, Jean-Luc Vandenesse a pris la tête de cette Golden Globe Race. Oui, alors sur les premiers jours, les premières semaines, on a très vite vu un trio se détacher avec donc Mark Slats, le néerlandais, qui donc devrait terminer deuxième, Jean-Luc Vandenesse et un autre français, Philippe Péché, qui lui-même a même pris la position de leader sur les premières semaines. De PRB. Skipper de PRB, tout à fait. Donc dans la descente de l'Atlantique, on a Philippe Péché et Jean-Luc Vandenesse quasiment au coude à coude, alors que Mark Slats, lui, navigue beaucoup plus à l'ouest. Mais Philippe Péché, qui donc, a quelques soucis sur son bateau, prévoit de s'arrêter à Cap Town, en Afrique du Sud, pour réparer. Il va être également sanctionné pour avoir passé plusieurs coups de téléphone, encore une fois, avec son téléphone satellite. Ça aura marqué également cette Golden Globe Race. Il décide finalement de jeter l'éponge et de rester en Afrique du Sud, de ne pas poursuivre. Et là, c'est là que vraiment Jean-Luc Vandenesse prend une large avance en tête et distance au fur et à mesure Mark Slats. Il va compter jusqu'à 2000 milles d'avance et donc poursuivre sa route, comme vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'à Hobart, où là il y avait un arrêt obligatoire pour tous les skippers. Ensuite, il va poursuivre jusqu'au Cap Horn, encore agrandir son avance. Et c'est même s'il y a eu ce chavirage début novembre. Juste avant de passer le Cap Horn. Juste avant de passer le Cap Horn. La remontée de l'Atlantique se passe plutôt bien, avec encore une fois beaucoup d'avance. Mais sur la partie nord de l'Atlantique, là, Mark Slats refait son retard. Et surtout, lorsque Jean-Luc Vandenesse doit réaliser sa pénalité de 18 heures, et bien là, Mark Slats en profite vraiment pour réduire l'écart. Et là, on se dit qu'on va se diriger vraiment vers un sprint final.
Et c'est là que tout se joue, c'est au niveau de l'anticyclone des Açores, large de l'Espagne, où il faut contourner cet anticyclone. Deux options pour les deux skippers. Marc Stade décide de faire route directe et d'essayer de traverser cet anticyclone, alors que Jean-Luc Vandened se détourne vers le nord-ouest. Et ça aurait été une option très payante pour Vandened, qui à la sortie de cet anticyclone récupère une avance assez confortable pour remporter la course sans trop de pression. Donc un duel entre Marc Slatz et Jean-Luc Vandened ces dernières semaines qui a redonné du piquant un petit peu à cette course. Oui. On le rappelle, après 7 mois de course, un écart aussi proche entre deux skippers, ça reste assez exceptionnel. Oui, et c'est vrai, comme vous disiez, ça redonne un peu de piment aussi à la course, puisque quand on voit les autres écarts, c'est vrai que ça aurait été peut-être un peu moins intéressant à suivre si Jean-Luc Vandened avait 2000 ou 3000 milles d'avance. Et c'est vrai que là, ce duel entre les deux qui, dès le départ, se sont montrés comme les favoris, vraiment, ça a donné tout son piment et toute sa saveur à cette Golden Globe Race. Alors, on annonçait l'arrivée justement de Marc Slatz 36 heures ou 48 heures après Jean-Luc Vandened. Finalement, il va arriver sans doute que ce week-end en raison de la météo et puis, une pénalité qui va sans doute écoper dans les prochaines heures. Oui, alors on parlait de tempête tout à l'heure pour Jean-Luc Vandened, c'était donc le week-end dernier, une tempête qui n'a pas gêné Marc Slatz qui lui était plus loin. En revanche, il y a une deuxième tempête, la tempête Gabriel, qui d'ailleurs va frapper même la Vendée en cette fin de journée, et bien qui se met devant le chemin de Marc Slatz. Marc Slatz qui a décidé de se mettre à l'abri, qui a pris donc la direction de la Corogne pour attendre que cette tempête passe. Il y a eu quelques histoires hier, journée de lundi, puisque le team manager de Marc Slatz a souhaité contacter son skipper par téléphone pour lui annoncer ce qu'il devait faire pour éviter la tempête. La direction de course de la Golden Globe Race, donc en l'occurrence Don McIntyre, l'a bien prévenu que s'il faisait cela, Marc Slatz serait pénalisé puisqu'il n'a pas le droit de contacter son équipe pour avoir des conseils, et lui a dit que son équipe pouvait passer par la direction de course pour faire passer des messages. Mais le team manager a souhaité tout de même contacter Marc Slatz directement. Ça a été confirmé par le skipper. Il y a eu contact téléphone entre les deux hommes pour savoir comment gérer cette tempête, puisque l'équipe de Marc Slatz ne faisait pas confiance à la direction de course. Et bien du coup, la direction de course a annoncé qu'il y aura une pénalité pour Marc Slatz. Elle sera annoncée dans cette journée de mardi. On en saura un peu plus dans la journée. Et on va tout de suite rejoindre le chenal des Sables d'Olonne où ça y est, Jean-Luc Vandened arrive. On le voit sur ces images, la remontée du chenal des Sables d'Olonne, évidemment mythique pour tout skipper. Il a enlevé sa capuche jaune, on voit mieux sa tête. Et on va retrouver le long de ce chenal des Sables d'Olonne où il y a un petit peu de monde. On va retrouver Alix Lanos. Oui Samuel, ça y est, ici c'est l'effervescence dans le chenal, il passe juste derrière nous. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, c'est parfait. Oui. Moi je vais baisser le parapluie pour que vous voyez vraiment. Hop, ça serait quand même dommage de le rater. Ça y est, il est juste là derrière nous. Vous devez entendre les klaxons. C'est impressionnant. Ah oui, ça doit lui faire drôle à lui surtout de voir autant de monde, hein, c'est vrai. Lui qui a fait déjà 2 arrivées devant des globes. Oui, c'est bien, au moins il est pas tout seul, ça lui fait plaisir. C'est pour ça qu'on vient, hein, c'est vrai. Je vous laisse admirer le spectacle juste derrière nous. Et les gens courent derrière. Et on se croirait à une arrivée de Vendée Globe. Regardez, les gens quittent le bout du chenal. Je pense qu'ils veulent tous aller vers le village pour entendre les premiers mots de Jean-Luc Vandened. Ah, c'est fabuleux. Et voilà, la remontée du chenal. Enfin, après 212 jours de mer. Jean-Luc Vandened qui va donc Alors on aimerait bien savoir ce qui se passe dans sa tête à Jean-Luc. Eh bien, on va l'entendre d'ici quelques minutes. Jean-Luc Vandened devrait s'approcher des pontons du Vendée Globe. Il va remonter donc tranquillement ce chenal des Sables d'Olonne. On le voit, beaucoup de monde.
des personnes qui ont affronté la pluie et le froid et le vent qui soufflent sur les sables d'Olonne. Il avait l'air un petit peu agacé là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Jean-Luc Van Den Ende. On l'a vu échanger avec les membres de son équipe présents sur le bateau. Mais là, ça y est, c'est bon, il salue à nouveau la foule. Voilà, donc vous le vivez en direct sur TV Vendée, l'arrivée de Jean-Luc Van Den Ende au Sable d'Olonne, on le rappelle. Il a franchi la ligne d'arrivée, c'était tout à l'heure à 10h13 exactement. On va retrouver Foulk O'Mahony sur un bateau à proximité du bateau de Jean-Luc Van Den Ende. Oui, Samuel, on est juste devant lui. Voilà, il a commencé à remonter le chenal sous les vivas de toute la population qui s'est rassemblée sur les deux bords du chenal et que nous découvrons. Vous avez pu déjà vous voir à l'image. Nous découvrons en remontant. On a dit qu'il était un petit peu énervé. En effet, c'est parce qu'il y a des bateaux qui n'avançaient pas et pour des questions de sécurité, tout simplement. Il s'est exprimé avec ses équipiers qui ont prévenu la sécurité, qui demandent justement au bateau de s'écarter, de remonter plus vite le chenal pour le laisser remonter tranquillement et en toute sécurité, bien entendu. Voilà. Et donc, une foule qui acclame évidemment le skipper vendéen. On a remarqué nous aussi parmi les bateaux ici présents, notamment un autre skipper vendéen, c'est Arnaud Boissière qui était présent pour saluer l'arrivée de Jean-Luc Van Den Ende. Voilà donc cette remontée du chenal de Jean-Luc Van Den Ende. Donc qui salue la foule, on le voit à ses côtés, hein, Odile Lange, sa compagne. Alors on ne voit pas trop encore sur les images, on va peut-être demander à Foulk s'il a pu le remarquer, voir un petit peu l'état du bateau, notamment du mât hein, qui a été fortement endommagé. Là quand on le voit comme ça, on voit pas forcément très bien, le bateau a l'air quand même encore en bon état et assez propre puisqu'il n'a pas été infesté de bernacles, ce qui a été le cas de beaucoup de skippers qui ont été très embêtés par ces coquillages qui viennent s'incruster sur la coque et ralentissent énormément les bateaux. Mais je ne sais pas si on pourra avoir un peu plus d'informations sur l'état de ce Rosler de Jean-Luc Van Den Ende. Jean-Luc Van Den Ende qui a eu un bateau plutôt fiable, on le rappelle, hein, sur les 17 skippers qui ont pris le départ de cette Golden Globe Race le 1er juillet dernier. Ils ne sont plus que désormais 4 en course, puisque Jean-Luc Van Den Ende a franchi la ligne d'arrivée. Ils sont encore 4. Il y aura Mark Slatz qui arrivera dans les tout prochains jours au Sable d'Olonne. Et puis derrière, les autres skippers sont attendus un peu plus tard. Le dernier n'a pas encore franchi le Cap Horn, il est attendu au mois de mai. Hein. Oui, on a Ukuranmaa, l'Estonien, qui lui est donc pour l'instant 3e à 3500 milles de l'arrivée. Il est au large du Brésil actuellement. Même chose pour l'Américain Istvan Kopar, qui lui est à 4400 milles de l'arrivée. Et puis en effet, le Finlandais Tapio Lehtinen, qui lui est encore dans le Pacifique. Il a encore 7000 milles à parcourir avant de franchir le Cap Horn. Et il y a un autre concurrent, alors qui n'est plus officiellement dans le classement de la GGR, mais qui est encore toujours en course dans la classe qu'on appelle Chister, c'est Igor Zaretsky, le russe. Alors lui, il est arrêté depuis décembre hein, en Australie. Il a même été jusqu'à Moscou faire des examens médicaux puisqu'il y avait quelques alertes de santé concernant ce skipper. Mais il envisage, pourquoi pas, dans peut-être quelques semaines, même quelques mois, de repartir et de boucler ce tour du monde. Sachant qu'il n'y a pas de temps imposé hein, pour terminer cette course. Vous le voyez donc en direct depuis les Sables d'Olonne, cette arrivée de Jean-Luc Van Den Ende, avec de la musique même. Et une arrivée donc de Jean-Luc Van Den Ende qui a 73 ans, hein, on le rappelle, boucle un tour du monde sans escale en solitaire et dans les mêmes conditions de navigation qu'il y a 50 ans lors de la première édition du Golden Globe Challenge. Il va pouvoir retrouver la terre ferme et surtout un bon repas chaud. Je pense que c'est une des choses qui doit le plus attendre Jean-Luc Van Den Ende.
Et on va retrouver dans un instant Jean-Luc Vandenesse qui va s'approcher des pontons pour ses premiers mots officiels à la presse et au public. Et après ces 7 mois en mer, je vous propose d'écouter Don McIntyre qui revient sur cette course, sur cette Golden Globe Race. C'était en décembre dernier, après environ 6 mois de course. Écoutez. C'est vraiment une aventure incroyable qui inspire les gens dans plus de 50 pays à travers la planète. Les challenges que les skippers ont dû affronter ont été extrêmes. Nous avons été surpris de voir les girouettes et les gouvernails tomber en panne, ainsi que d'autres problèmes qui les ont fait changer d'avis, tout comme l'isolement, le manque de communication avec la famille et les amis. Nous avons eu 8 abandons très rapidement après le départ, mais l'aventure continue et c'est ce qui la rend magnifique, la force de l'esprit humain face aux nombreux challenges de cette course. Donc Don McIntyre le disait, il y a eu beaucoup de casses, même dès les premières semaines de course avec des abandons. Alors certains, parce qu'apparemment psychologiquement ils n'étaient pas forcément prêts à affronter, ce qui n'est pas le cas de Jean-Luc Vandenesse, mais il y a aussi eu beaucoup de casses techniques. Oui, et ça c'était forcément attendu, du fait des conditions déjà dans lesquelles naviguaient les skippers. Comme je disais tout à l'heure, Jean-Luc Vandenesse l'avait annoncé lui-même, on ne part pas à la bonne période, puisqu'en partant au mois de juillet, les skippers affrontaient les mers du Sud, qui de toute manière, à tout moment de l'année sont déjà difficiles, le sont encore plus à ce moment-là, donc au courant novembre-décembre. Alors après, oui, il y a eu des abandons assez surprenants dès les premiers jours par des skippers qui ne supportaient pas la solitude au bout de quelques jours. Et ensuite, il y a eu des casses plus matérielles, techniques, on y reviendra. Et parmi ces skippers qui ont abandonné, il y avait le Noirmoutrin Antoine Couzeau que nous avons au téléphone. Bonjour Antoine. Bonjour. Quel est votre sentiment avec cette victoire de Jean-Luc Vandenesse? Ouais, je suis en admiration, je suis très heureux pour lui. Malheureusement, je ne peux pas être au stade, mais je regarde ça sur mon petit écran et je suis en admiration devant Jean-Luc. Je suis très, 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 très heureux pour lui pour cette belle victoire. On peut le dire, il signe un exploit, d'abord parce que terminer cette course, ça a été difficile, et puis en raison de son âge, même si on peut considérer qu'il était finalement expérimenté. Oui, tout à fait. C'est un exploit parce que déjà, il fallait être sur la ligne de départ. C'était pas une course facile à mettre en œuvre. Et ensuite, vous l'avez vu, il y a eu pas mal d'abandons pour diverses raisons, pour de la casse, pour des petits problèmes physiques, pour de la solitude. Et puis après, c'est les mers du Sud qui ont dicté leur loi. Je pense pas que l'âge soit vraiment rendre tout ça, quoi. Mais c'était vraiment une course difficile, c'est vrai. Et vous Antoine, bonjour Antoine, qu'en est-il de votre situation depuis votre abandon à la fin du mois d'août? Vous avez été blessé notamment à l'épaule. Comment se sont passés les mois qui ont suivi? Eh bien, moi je me suis arrêté effectivement pour une raison de blessure. J'ai pris la décision, je pense une sage décision d'arrêter. J'avais pas envie de me mettre en danger en continuant, et quand on voit ce qui s'est passé, je suis content d'être rentré à la maison. Alors évidemment, les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles parce que, on retrouve sa routine et en fait, physiquement on est là, mais dans la tête on est encore sur l'océan. Donc ça n'a pas été facile, mais bon, on est bien entouré et puis j'étais content de retrouver mes enfants, mon épouse, donc tout va bien aujourd'hui. Et vous avez suivi la course à distance? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai suivi tout ce qui s'est passé, toutes les péripéties des concurrents. J'ai eu les petites montées d'adrénaline quand j'ai vu qu'il y en a qui étaient vraiment en danger. Et puis il y avait cette excitation avec le groupe de tête, avec Marc Slack et Jean-Luc, jusqu'il y a 48 heures encore. Oui, ça a été passionnant du début jusqu'à la fin, bien sûr. Un dernier mot, Antoine Couzeau, est-ce que vous serez au départ de la prochaine édition qui est annoncée en 2022? Alors, je pense pas être au départ de la prochaine édition 2022, mais c'est sûr que je repartirai, puisque j'ai envie d'aller au bout des choses. Ça a toujours été mon rêve de faire le tour du monde en solitaire, donc je vais repartir. Et voilà, je ne peux pas en parler maintenant, mais on repartira, vous me reverrez.
Merci beaucoup Antoine Couzeau d'avoir été avec nous en direct pour commenter et pour réagir notamment à cette victoire de Jean-Luc Vandenette, donc qui a franchi la ligne d'arrivée de cette Golden Globe Race en vainqueur. C'était tout à l'heure à 10h13 exactement. Vous l'avez vécu en direct. Alors on a eu Antoine Couzeau au téléphone. Antoine Couzeau qui a donc abandonné. Ils ont été nombreux. Il y a aussi eu des sauvetages. Antoine Couzeau l'évoquait, des sauvetages un peu périlleux, notamment dans l'océan Indien. Oui, alors il y a eu différentes avaries tout au long de la course, différents abandons, mais c'est vrai que dès qu'on est entré dans le Pacifique notamment, là ça a été très compliqué, beaucoup ont dématé, ça a été le cas notamment du skipper indien Abhilash Tomy, qui lui démate le 21 septembre et en plus il se blesse, il est récupéré le 24 septembre, dématage également pour l'Irlandais Gregor McGuckin, qui donc démate 2 jours après Abhilash Tomy et qui est récupéré par le même bateau. Patrouilleur français. Par un patrouilleur français, donc le 24 septembre. Dématage également pour le français Loïc Lepage. C'était au mois d'octobre, avec une voie d'eau également pour son bateau. Il est récupéré au large de l'Australie le 23 octobre. Et puis sauvetage également pour la seule femme de cette Golden Globe Race, Suzy Goodall, qui elle chavire et démate début décembre et qui est entre l'Australie et le Cap Horn dans une zone compliquée. Elle est secourue 2 jours plus tard. Donc voilà, forcément beaucoup de péripéties et d'incidents qui heureusement ne sont pas terminés par des drames pour cette Golden Globe Race. Autre réaction, nous avons au téléphone Arnaud Boissière. Arnaud Boissière, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes allé accueillir au large Jean-Luc Vandenette? Ouais, on est parti ce matin là, avec des copains, avec Jimmy Pain, qui est député, qui a fait beaucoup de bateaux, puis plein de copains. Et c'est à la fois émouvant et déjà j'avais un respect énorme pour tout ce qu'il avait fait avant. Là, c'est plein d'émotions et chargé d'énorme respect ce que vient de faire VDH parce que c'est incroyable et c'est impressionnant. Qu'est-ce qui vous surprend le plus? Le fait de terminer, de remporter cette course, d'avoir bravé tous les obstacles de son âge aussi? Qu'est-ce qui vous surprend le plus? Pour moi, c'est la victoire d'une longue préparation. C'est toute sa carrière qui a à l'image de celle de Golden Globe Race. Il a bien préparé son coup. Il a géré parce qu'au début, il n'était pas en tête. Et puis, c'est un marin hors du commun. Et là, il le prouve encore une fois. Et je pense que c'est un respect de tout le milieu maritime. Et que ce soit pas que la voile, tout le milieu maritime, c'est super. Il a vraiment bien préparé son coup. Et chapeau bas, même plus que ça. C'est un énorme respect. On l'a vu, on l'a évoqué avec Aurélien Huard tout à l'heure. Il y a eu cette option météo, notamment au niveau des Açores il y a quelques jours, avec 2 options de route un peu différentes. Et il a marqué de l'avance avec Marc Slatz. C'est ça aussi qui a fait la différence. C'est son expérience des différentes courses au large. C'est sûr qu'il y a une expérience énorme. Après, au niveau des Açores, il a contourné un petit comme des Açores, donc il a fait la trajectoire parfaite. Derrière, Marc, il a tenté le tout pour le tout. Hein. Donc voilà, à un moment, ils étaient à égale distance, mais en fait, au niveau météorologique, il était toujours devant. Après, ce qui est impressionnant, c'est malgré toutes les petites problèmes techniques qu'il y a eu, il y a un gros problème technique sur le mât, il a su gérer, et c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est bien d'être en tête, mais de rester en tête, c'est jamais évident. Moi, ce que je retiens surtout, c'est son humilité face aux éléments. Et moi qui ai vu naviguer sur mon IMOCA une fois, il m'a impressionné parce qu'il est serein de tout, il aime la mer et il aime même régater puisqu'il est arrivé sous ski, c'est le vol lumineuse bleu, il est arrivé sous ski comme s'il était en régate. Et c'est un grand marin, un grand régatier. Arnaud, vous qui le connaissez, VDH, est-ce qu'il va en rester là, même malgré son âge? Est-ce que vous pensez qu'il repartira sur un autre défi? C'est pas le genre d'en rester là, je pense. En général, quand on est navigateur, quand on arrive à terre, au bout de quelques heures, on a envie de repartir. Donc, je sais pas quel coup il nous prépare, mais il a bien dû réfléchir pendant ces 200 jours de mer. Donc, moi, je ne serais pas étonné qu'il reparte faire quelque chose. Après quoi, peut-être quelque chose de plus calme, parce que c'est énorme. Donc, à mon avis, il ne va pas rester là. Après quoi, j'en sais rien, mais il ne va pas rester là. Est-ce que vous envisageriez un jour de partir comme ça pour un tour du monde à l'ancienne? Franchement, aujourd'hui, je ne me sens pas capable. Je pense qu'il faut être prêt psychologiquement, c'est là où il est fort aussi.
Là, pour le moment, je ne me sens pas capable. Hein. Déjà, j'ai en tête mon Vendée Globe en 2020. Là, j'ai vu ce matin l'effervescence qu'il y avait sur le ponton Vendée Globe et ça m'a un peu mis la pression parce que je me suis imaginé dans quelques mois. Là, donc, non, pour l'instant, je ne suis pas capable de faire une global race. Laissez-moi faire mon Vendée Globe, mon quatrième Vendée Globe, après on verra. Merci beaucoup Arnaud Boissière d'avoir été en direct avec nous sur TV Vendée donc pour réagir à cette victoire de Jean-Luc Vandenette dans cette Golden Globe Race. C'est vrai que c'est là qu'on voit que c'est une course quand même particulière, c'est que même quelqu'un comme Arnaud Boissière qui a plusieurs Vendée Globe à son actif, aujourd'hui dit je ne me sens pas capable de partir sur une telle course. Donc ça montre ce que c'est. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, il naviguait donc à l'ancienne, dans les mêmes conditions de navigation qu'en 1968. Ça veut dire pas d'instrument électronique à bord, ça veut dire naviguer au sextant avec des cartes marques. Voilà, et donc sans assistance pour la météo, notamment donc chaque skipper faisait ses propres prévisions météo. Nous, depuis la Terre, on pouvait les localiser, savoir exactement où ils se trouvaient sur la carte, mais eux n'avaient pas de position précise, que ce soit les concernant ou concernant leurs concurrents. Donc voilà, il y avait énormément d'éléments qui aujourd'hui équipent les bateaux, notamment du Vendée Globe, qui n'étaient pas présents pour ceux de la Golden Globe Race. Ce qui explique donc cet exploit dont on peut parler pour Jean-Luc Vandenette. On va peut-être retrouver directement en direct Foulk O'Mahony qui se trouve donc dans le chenal des Sables d'Olonne. Oui Samuel, on est sur le ponton, juste à l'endroit où justement Jean-Luc Vandenette va arriver. Il est juste là, à quelques mètres, il est en train de remonter, tracté par un Zodiac, enfin accompagné par un Zodiac, pardon, pour des questions de sécurité évidemment. Tous les bateaux se sont écartés pour le laisser remonter évidemment. Et on attend évidemment les vivas qui à mon avis vont forcément résonner ici sur les pontons et sur les quais de Port-Olona. Voilà donc un petit peu une ambiance un peu plus calme que le long du chenal, mais en attendant donc Jean-Luc Vandenette, on va peut-être prendre la direction des pontons des Sables d'Olonne. On va retrouver sur place, on va voir peut-être les images de cette arrivée. On les retrouvera un petit peu plus tard. On est actuellement au ponton de Port-Olona où vous le voyez, c'est un peu la folie, tout le monde s'est un peu blindé. Et tout le monde il y a plein de journalistes, on attend de voir Jean-Luc Vandenette arriver pour cette victoire sur la Golden Globe Race. Il y a actuellement Sir Robin Knox Johnson sur le ponton avec Yannick Moreau, le président de l'agglomération des Sables. Il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de monde. On attend avec impatience Jean-Luc Vandenette pour avoir ses premières actions, ses premières sur cette expérience, cet exploit. Alors je vous laisse un peu vivre l'ambiance avec ces images de Grégoire de Châtillon. Voilà donc pour l'arrivée dans les prochaines minutes maintenant du bateau de Jean-Luc Vandenette sur les pontons donc de Port-Olona. Sir Robin Knox Johnson donc, qui est présent, on le rappelle, c'est le vainqueur de la première édition du Golden Globe Challenge. Lui, il avait mis 100 jours de plus que Jean-Luc Vandenette. Oui, 312 jours pour Sir Robin Knox Johnston sur son bateau Suhaili donc en 1968 et 1969. Pour comparer, s'il faisait la course en même temps que les concurrents de cette édition, avec Jean-Luc Vandenette et Mark Slatt, il n'aurait même pas encore franchi le Cap Horn. Il serait à peu près au niveau de Lehtinen, le Finlandais, qui est en dernière position, et Sir Robin Knox Johnson qui était parti de Falmouth en Angleterre et qui était donc rentré à Falmouth en Angleterre. À l'époque, cette course-là, les concurrents pouvaient partir à différentes dates, et il y avait notamment le Français Bernard Moitessier qui lui était parti 2 mois plus tard et qui aurait dû remporter cette course s'il avait décidé de continuer sa route pour, selon ses mots, sauver son âme. Sir Robin Knox Johnston qui a été le seul finalement à terminer cette première édition. Et oui, un seul arrivant, c'était lui. Ils étaient 8 ou 9 au départ. Comme je disais, la victoire était promise à Moitessier qui avait une vingtaine de jours d'avance sur le temps de Sir Robin Knox Johnston, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Enfin, il a continué sa route, il n'a pas bouclé le tour du monde. Donc un seul arrivant et un seul vainqueur. Et c'était donc le Britannique. Et il avait préféré, Bernard Moitessier, rester en mer, et il avait écrit
écrit un livre, La Longue Route, qui avait beaucoup inspiré des générations de futurs marins. Et notamment Jean-Luc Vandened, forcément. Et notamment Jean-Luc Vandened, avec donc son bateau, le Josua, qui était présent lors du départ de cette Golden Globe Race le 1er juillet dernier. On le rappelle donc, Jean-Luc Vandened a franchi la ligne d'arrivée à 10h13 exactement au large des Sables d'Olonne, avant de remonter, donc vous l'avez vécu en direct tranquillement, le chenal des Sables d'Olonne. Dans quelques minutes, il amarrera son bateau sur les pontons du Vendée Globe, devenus les pontons de la Golden Globe Race. Et puis ensuite, il répondra aux questions de la presse avant d'aller sur le village de la Golden Globe Race, qui a été installé à proximité de l'école de formation des métiers de la mer, où il devrait répondre au public. On va retrouver sur place, sur les pontons de Port-Olona, Yannick Moreau, président de l'agglomération des Sables d'Olonne. Yannick Moreau, votre réaction à cette victoire maintenant définitive de Jean-Luc Vandened? Oui, alors Yannick Moreau, une réaction sur cette victoire de Jean-Luc Vandened? Je suis très heureux pour Jean-Luc Vandened, vraiment très heureux pour lui, que ce soit un Sablais, un Chaumois qui ait gagné cette course. Je suis très heureux pour la course parce que vous avez vu le monde qu'il y avait un matin d'hiver sous la pluie aux Sables d'Olonne sur les jetées. Et je suis très heureux évidemment pour les Sables d'Olonne. C'est un grand jour de l'histoire de la voile qui s'écrit aujourd'hui avec Jean-Luc Vandened. Donc évidemment c'est du bonheur. So Robin, what do you think about this win? C'est un voyage magnifique. Jean-Luc, c'est vraiment un professionnel. C'est un voyage très, très professionnel. Fantastique. Ok, thank you. On va donc... Il y a beaucoup de monde. On va donc attendre Jean-Luc Vandened pour lui poser les premières questions sur ses premières réactions. Voilà, c'était Yannick Moreau et Sir Robin Knott Johnston sur ce qu'ils pensaient de cette victoire de Jean-Luc Vandened. Donc Sir Robin Knox Johnston, qui, on le rappelle, a remporté donc la première édition de ce Golden Globe Challenge en 1968, ancêtre en quelque sorte du Vendée Globe ensuite. Oui, c'était le but de cette réédition. Don McIntyre qui souhaitait rééditer cette course mythique qu'il avait fait rêver étant enfant, et ça a tout de suite inspiré Jean-Luc Vandened, qui, comme il disait, il aime bien les trucs nouveaux. Alors c'était pas vraiment nouveau, mais c'était quand même un pari assez fou de relancer cette course dans ces conditions-là en 2018. Et comme je le disais, Jean-Luc Vandened a été aussi a beaucoup œuvré pour que cette course se déroule et qu'elle parte et qu'elle arrive au Sables d'Olonne, puisqu'elle devait à la base partir d'Angleterre, et puis il y a eu des problèmes d'organisation, et Jean-Luc Vandened a été un peu l'ambassadeur des Sables d'Olonne pour que la ville soit ville départ et arrivée. Alors justement, vous l'avez dit, une organisation avec une ville qui au départ devait être en Angleterre, finalement les Sables d'Olonne. Il y a aussi toute une question autour de la sécurité de cette course. La Fédération française de voile n'a pas souhaité donner son agrément. C'est une question de sécurité qui a été notamment réévoquée au moment des sauvetages aussi, que l'on a évoqué tout à l'heure, en mer, de certains concurrents. Et oui, pendant un moment, on s'est vraiment demandé si on pouvait appeler cette Golden Globe Race une course, puisque en effet la fédération n'a pas voulu l'inscrire au calendrier officiel pour plusieurs raisons, donc notamment pour des raisons de sécurité, avec notamment l'absence de compartiments étanches sur ces bateaux de la Golden Globe Race qui ne sont pas construits et qui ne sont pas adaptés pour, l'absence de radar et de navigation au GPS, l'absence d'AIS également qui permet de tracer les bateaux pour qu'ils puissent connaître aussi la position des autres bateaux, puisqu'on disait ils ne savaient pas eux-mêmes où ils se situaient exactement. Voilà, plusieurs éléments qui ont fait que la fédération n'a pas voulu valider officiellement cette course. Et bon, finalement, comme on disait, il n'y a pas eu de drame pour l'instant, bien sûr, tout le monde n'est pas arrivé. Mais voilà, cette question-là a toujours été au centre des discussions. Donc, vous l'avez dit, des incidents techniques, des sauvetages et puis beaucoup de casse, on l'a évoqué dès les premières semaines de course. Je vous propose d'écouter justement à ce propos l'organisateur de cette Golden Globe Race, Don McIntyre, qui répondait à nos questions. C'était en décembre dernier.
Nous avons aussi été surpris du nombre de mâts qui sont tombés. Ces bateaux ont été bien préparés et les mâts construits par les meilleurs du monde dans le domaine, sachant que les conditions allaient être très difficiles. Et pourtant, nous avons quand même eu des problèmes. Et puis, nous avons aussi dû secourir des skippers. Et là encore, nous avons les meilleurs navigateurs, les meilleurs bateaux, un minimum de risque. Mais nous avons eu de la chance d'avoir eu une bonne coordination avec les centres de secours. Ce qui en ressort, c'est que les skippers sont sains et saufs et nous apprenons beaucoup de ce qui s'est passé. En 2022, les choses seront sûrement un peu différentes. 2022, puisqu'une nouvelle édition est annoncée dans 3 ans maintenant, avec une catégorie de bateaux supplémentaire, la classe Joshua. La sécurité, c'est ce qui aussi importera sans doute pour l'organisation de la prochaine édition. Oui, sachant qu'on parle de courses dans les mêmes conditions qu'il y a 50 ans, concernant la sécurité, il y a quand même quelques éléments supplémentaires. On parlait tout à l'heure des téléphones satellites qui étaient utilisables en cas d'urgence. Il y avait également des balises de détresse, des radios BLU, plusieurs éléments qui n'étaient pas présents il y a 50 ans, qui ont été installés sur les bateaux pour cette édition 2018-2019 en cas d'urgence, en cas de besoin, pour que les skippers puissent être secourus plus facilement qu'il y a 50 ans en cas de gros problèmes. Donc il y a eu quand même quelques améliorations, quelques adaptations à notre époque, on va dire. Évidemment, pour assurer la sécurité des skippers qui partent en mer, on l'a vu, dans des conditions parfois assez dantesques. Alors, on n'a pas d'image, puisque les skippers, évidemment, avaient emporté avec eux des Super 8 pour pouvoir filmer quand ils avaient un peu le temps. Alors, à certains moments, je suppose que c'était un peu compliqué, mais il y a des moments de calme. On a notamment vu ces derniers jours Mark Slatz qui a publié des images de films de Super 8, alors des images de sa préparation et puis de ses premières semaines de course, des images qu'il avait déposées au sud de l'Australie, à la porte de Hobart, le point de passage obligé où il pouvait déposer certains films. On a hâte maintenant d'entendre, par exemple, Jean-Luc Vandenette qui racontera toutes ces péripéties. On a certaines, notamment même ces dernières heures, dans la tempête, dans le golfe de Gascogne, il racontait qu'il avait trébuché sur ce qui lui servait de cuisine. Oui, donc il était projeté dans son bateau. Donc il aurait pu encore se blesser ces dernières heures. On va retrouver au Sables d'Olonne, vous le voyez sur ces images, le bateau de Jean-Luc Vandenette qui approche maintenant des pontons de Port-Olona. Dans quelques minutes, il posera le pied à terre, la première fois depuis 7 mois, depuis le 1er juillet au Sables d'Olonne. On va retrouver sur place Fulco Maoni. Oui, Samuel, ça y est, voilà les derniers mètres pour Jean-Luc Vandenette avant de mettre pied à terre tout simplement après ces 7 mois de mer, avec tout le monde qui s'est rassemblé ici sur le ponton. Évidemment, il a fait son tour d'honneur pour aller saluer tous les Vendéens. Et puis ça y est, voilà, les vivas et les bravos pour Jean-Luc Vandenette qui vient de terminer, donc on l'a dit, cette course incroyable en solitaire à travers le globe, tout simplement, la Golden Globe Race. Et on sent évidemment ici tous les gens heureux de pouvoir le retrouver, lui fatigué mais souriant, voilà, sous nos yeux, ici au ponton de Port-Olona. Voilà, donc on voit Jean-Luc Vandenette saluer la foule. Et donc, Sir Robin Knox-Johnston, donc le vainqueur de la première édition du Golden Globe Challenge en 1968. Et Yannick Moreau, le président de l'agglomération, co-organisateur de cette course, qui vont donc accueillir dans quelques instants maintenant Jean-Luc Vandenette, le vainqueur de cette Golden Globe Race après, on le rappelle, 211 jours et 23 heures de course. C'est vrai qu'on a vraiment hâte d'entendre ces premiers mots, parce que c'est vrai que c'est ce qui a manqué sur cette course, c'est l'absence d'images, de son, comme on peut avoir sur le Vendée Globe, bien sûr, même si ça ne plaît pas à tous les skippers, ça permet de suivre la course au plus près, là, et ça a manqué. Oui, c'est ce qui fait le charme finalement du Vendée Globe maintenant, c'est qu'on a pratiquement des images presque en direct ou en tout cas en décalé. Tous les jours en tout cas. Ce qui n'était pas le cas lors des premières éditions du Vendée Globe, et ce qui évidemment n'était pas le cas lors du départ de la Golden
du Golden Globe Challenge. Voilà donc Jean-Luc Vandenesse qui va répondre dans quelques minutes aux questions des journalistes. Il a l'air souriant, hein, Jean-Luc Vandenesse, est heureux. Soulagé, je pense. Très soulagé d'en finir enfin. Surtout vu les derniers jours compliqués. Jusqu'au bout, cette course aurait été vraiment difficile. Voilà, donc restez avec nous sur TV Vendée dans quelques minutes. Nous entendrons les premières réactions de Jean-Luc Vandenesse qui, on le rappelle, à 73 ans, réalise un véritable exploit. Il est le premier à terminer cette Golden Globe Race, un tour du monde donc en solitaire, sans escale, sans assistance technique et à l'ancienne dans les conditions de navigation d'il y a 50 ans, sans instrument électronique à bord, avec simplement un sextant et des cartes papier. Voilà, il va se diriger vers les micros et on va bientôt l'entendre. Et on voit derrière Jean-Luc Vandenesse Lionel Régnier, skipper vendéen, qui a donc aidé Jean-Luc Vandenesse à préparer son bateau. Et qui est même parti à sa rencontre ce week-end avant la tempête, un samedi. Il a été navigué dans le golfe de Gascogne pour aller à la rencontre de son mentor, on peut dire, en tout cas de celui qui remporte cette course. Et il a pu voir l'état du bateau, il a pu faire un petit rapport et prendre quelques images. Et voilà, le champagne. You have a little cadeau for me? Do you think there is rain enough or not? Hello. Vous pouvez juste vous baisser un tout petit peu comme ça je vous ai avec. Super. Voilà. Jean-Luc Vandenesse, donc qui s'apprête à ouvrir cette bouteille de champagne avec pas mal de médias, on peut le dire. Cette course qui n'a pas forcément été très médiatisée, en tout cas ces derniers mois. Du fait, comme je disais, de l'absence aussi d'éléments, on avait quelques messages envoyés par satellite par les skippers, mais très peu d'images forcément. On ne savait pas vraiment ce qu'ils vivaient et c'est vrai que c'était assez compliqué d'être au plus près de la course. Mais évidemment, vous avez pu suivre les différentes péripéties de cette Golden Globe Race et donc ce parcours sur TV Vendée. Il prend son temps, Jean-Luc. Savoure ce moment forcément unique. De la même manière que la course, il prend son temps pour ouvrir sa bouteille de champagne. Voilà, c'était une course qui était longue, et bien le champagne prendra du temps également pour pouvoir être secoué, agité, évidemment pour célébrer sa victoire. S'il vous plaît, un tout petit peu. Pardon. Moi j'en prends un coup. Bon. Merci beaucoup. Attention, il va partir. Il va partir. Attention. C'est prématuré, c'est pas grave. Voilà, et puis Gurgé pour sa compagne Odile Lange. Ça aussi, il d'avoir une saveur particulière. C'est un moment évidemment de joie partagée ici avec son équipe, avec sa compagne, avec tout le monde, ici sur le ponton pour Jean-Luc Vandenesse qui donc évidemment on l'a senti fatigué mais heureux. Voilà, et ce sont ces premiers mots qu'on va essayer d'attraper et d'entendre évidemment sur TV Vendée. Eh ben, comment je me sens? Je suis content d'être arrivé.
Tu peux descendre, Jean-Luc, parce qu'on va pas pouvoir t'entendre. On le verra plus, on le verra plus. Non, on le verra plus. On va pas pouvoir t'entendre. Tu peux descendre. Ah, je peux descendre, hein. Je sais pas, je vais voir. Hein. Je vais voir, hein. Je sais pas si... Hein? Attention à lui parce que peut-être qu'il va pas tenir debout. Hein. Déjà ton... Mais non, mais... mais oui, mais j'ai une grosse voix, vous allez m'entendre. J'ai un ampli intégré. Eh ben ouais, je suis content d'être là. Nous aussi. Je suis content d'être là. La course, elle a eu lieu... C'était vraiment étrange. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Comme on était 6 bateaux pareils, je pensais qu'on allait être assez groupés, quoi. Hein. Et en réalité, on a beaucoup régaté en descendant à 3 bateaux. Philippe Péché, moi et Marc. Plus exactement Philippe Péché, Marc et moi, puisqu'ils sont tous les deux passés devant moi à la marque des Canaries. Et puis ensuite, Marc Slat, il a été prendre une route très ouest qui lui a coûté 1000 milles. Et donc, je me suis retrouvé, on s'est retrouvé avec Philippe à descendre l'Atlantique en régate. Et puis le jour... Ah, c'est toi qui parles. Le jour où Philippe a abandonné, eh ben, je me suis retrouvé tout seul, quoi. Et j'ai traversé les 40e, le Pacifique, enfin l'océan Indien et les 40e tout seul. Comme j'étais dans mon corps autour du monde à l'envers, et jusqu'au moment où j'ai chaviré. Voilà. Alors, chaviré, bah, c'est-à-dire que j'ai mis le mât à 130 degrés à peu près, c'est-à-dire comme ça, quoi. Et donc le mât, il est rentré dans l'eau, et l'axe ici, l'axe des baobans, cet axe-là, là, bah, si vous le regardez de face, vous verrez qu'il est comme ça, et le mât est déchiré sur toute la partie bâbord, sur à peu près 5-6 cm. Et quand le bateau est remonté, évidemment, moi j'étais en train de dormir sous le vent, et quand le bateau est remonté, bah, j'ai tout de suite regardé le mât, et j'ai vu que c'était un espèce de spaghetti, parce que les diagonales 2, là, c'est complètement détendu après le choc. Et donc ici c'était tout détendu, là-haut c'était tout détendu. Et donc je me suis dit je peux pas continuer, quoi. Et donc j'ai commencé à organiser mon arrivée au Chili. J'ai des accointances avec Beneteau là-bas. Et puis en discutant avec Lionel, tout ça, je me suis dit de toute façon le mât il est foutu, je pourrais jamais repartir avec ce mât-là. Il faudra le changer, donc foutu pour foutu, je vais essayer de réparer, et puis s'il casse, ben, il cassera, puis je reviendrai avec mon gréement de fortune. Voilà. Et donc j'ai réparé ça comme je pouvais, je suis monté une première fois pour voir au 2e étage de barre de flèche s'il y avait des problèmes, il n'y avait pas de problème, et donc ben, j'ai renforcé ça, donc je suis monté en tout... Je suis monté une fois pour voir, une fois pour faire un premier brêlage, une autre fois pour faire un deuxième brêlage. Puis après, il a fallu monter là-haut pour retendre les diagonaux qui sont là. Et là, ça a été très dur parce qu'il a fallu enlever les goupilles des ridoirs. Et enlever des goupilles quand on est à terre, c'est déjà pas des fois évident parce que les trucs qui tournent, etc. Enfin bref. Mais enlever des goupilles quand on est à 6 mètres de haut et que il faut que la pince elle se prenne la goupille, qu'elle soit bien dans l'axe et qu'on arrive à sortir la goupille, je peux vous dire que c'est quelque chose. Donc je suis monté une première fois pour faire la goupille bâbord, une deuxième fois pour faire la goupille tribord. En tout, je suis monté 7 fois dans mon mât. Voilà. Et puis alors après, je me suis dit ça a l'air de tenir. Et donc j'ai passé le Cap Horn et puis après je suis remonté. Évidemment, j'allais pas très vite parce que je surtoilais jamais le bateau. J'étais toujours un peu plutôt sous-toilé. Évidemment, je voyais Marc revenir, hein. J'avais les radios amateurs qui me suivaient, là, qui me donnaient les positions régulières. Et je voyais bien qu'ils me remontaient, mais je pouvais rien y faire. Et de toute façon, j'avais quand même une belle avance, donc même si j'ai perdu une semaine dans cette histoire-là. J'ai perdu 5 jours exactement. Là, comment vous vous sentez, Jean-Luc? C'est quoi? C'est la fatigue surtout qui est prenante?
Ce qui est fatigant, c'est la succession des dépressions qu'on a eues là en arrivant, par exemple le golfe de Gascogne. La dépression elle passe, je me dis bon ça y est c'est tranquille, pof, et la nuit suivante il y en a une petite qui revient pour faire bonne mesure, et donc tout ça c'est un peu usant quoi. Hein. Et donc, mais bon c'est beaucoup ce qu'on fait là, c'est beaucoup une question de morale. C'est plus utile d'avoir du moral que de la force physique. Quoi. À 73 ans, c'est un exploit. Vous avez le sentiment que c'est exceptionnel ce que vous venez de réaliser? Alors à 73 ans, je pense qu'on a encore des beaux jours devant soi. Il n'y a qu'à regarder Hugo Frey, mon copain Hugo Frey qui est là. À mon avis, on se rend compte que ça lui a manqué pendant 200 jours de parler à quelqu'un parce que là, maintenant, il est intarissable. Comment vous avez vécu les 200 jours? Comment vous avez vécu les 200 jours? Bon, moi j'avais déjà vécu 122 jours, il se passe une certaine routine, il se passe... je sais pas, je peux pas dire. Des amis tout seul, de toute façon, je pense qu'il faut être bien avec soi-même, quoi. Faut être en phase avec soi-même. Jean-Luc, c'est la plus dure que tu aies jamais faite? Le deuxième Vendée Globe a été dur. J'ai réfléchi à cette question parce que je me suis dit, il y a quelqu'un qui va me la poser et ça m'étonne pas que ce soit toi. Mais le deuxième Vendée Globe a été aussi très dur. C'est le seul Vendée Globe d'ailleurs où on a mis plus longtemps qu'au Vendée Globe précédent. Parce qu'on a eu des conditions très difficiles et d'un bout à l'autre, on a eu des conditions vraiment difficiles, on a eu des conditions difficiles pour sortir le golfe de Gascogne, on a eu des conditions difficiles dans le sud. Mais celle-là, c'est très différent. C'est très différent parce qu'on est occupé par faire le point, on est occupé pour savoir où on est occupé, il y a quand même un peu de boulot. On est occupé par la météo parce qu'on n'a pas de fichier ni tout ça, donc il faut réfléchir, il faut reconstituer des cartes avec les infos qu'on a. Enfin bref. Et puis, il y a un problème avec ces bateaux-là, c'est que, contrairement au Vendée Globe, aujourd'hui, ils échappent aux dépressions, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il va y avoir une mauvaise météo, ils vont plus à gauche, plus à droite, ils temporisent. On a vu Jean-Pierre Dick passer au nord de la Tasmanie la dernière fois et rien perdre. Ces bateaux-là, c'est des bateaux à tout faire, c'est-à-dire ils subissent. C'est-à-dire qu'il y a 50 nœuds de vent qui arrivent, on a les 50 nœuds de vent. Quoi. Et on n'a pas le choix. On ne peut pas dire je vais me sauver à droite, à gauche, au milieu. Il faut être capable de supporter ça. Quoi. Vous êtes prêt à repartir? Non. Voilà. La réponse est nette. Est-ce que tu as quand même pris du plaisir dans cette course? Ah oui. Je la referai pas, mais comment? Parce que je suis trop vieux. Pas déconner, dans 4 ans. Non. Une fois suffit. Once is enough. Donc, de toute façon, j'ai plus rien à gagner parce que vous avez vu ma progression. Au premier Vendée Globe, j'ai fait 3, au deuxième, j'ai fait 2, et celle-ci, je fais 1. Donc, je peux rien gagner. On va aller vers Robin qui est là. Oui. Pour nous accueillir. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans la lignée comme ça de ces grands marins? Ah oui. C'est à cause de lui qu'on fait ça. Et c'est des histoires de légende. C'est-à-dire que moi j'ai suivi toute cette histoire de la voile depuis Slocum et tout ça. Et j'ai rêvé de Bardiot, j'ai rêvé de tous ceux qui nous ont précédés, j'ai rêvé de tous ceux qui étaient avant nous. Et donc, c'est un peu retrouver les vraies racines de la navigation de base telles qu'on les connaissait il y a 50 ans. Quoi.
Et c'est le truc qui m'a excité, c'est ça qui m'a excité. La navigation bio. Voilà, c'est de la navigation bio. Le meilleur navigateur bio. La suite va se faire là-haut. Oui, on va... Je vous engage à aller là-haut, là. C'est ça. Oui, sinon, et on fera une conférence de presse après. Pour ces premiers mots de Jean-Luc Vandened, après 7 mois en mer, on l'a vu, Jean-Luc Vandened qui a l'air plutôt en forme, mais qui n'est pas prêt à repartir tout de suite. Non, ça c'était clair, il ne repartira pas sur la Golden Globe Race. Et on a vu qu'il avait envie de parler, hein. Il a raconté assez en détail tout son parcours, notamment ce chavirage et ce problème sur le mât, où il nous explique qu'il est quand même monté 7 fois au mât pour réparer. Et puis il a insisté sur quelque chose dont on se doutait, hein, c'est l'importance du mental. Il a dit un bon moral est plus important qu'un bon physique pour ce genre de course. En tout cas, voilà, on aurait connu son rire bien particulier. Et alors, voilà, très heureux d'être enfin de retour. Et avec un mental d'acier, hein, on l'a entendu. 200 jours en solitaire, en mer, dans des conditions parfois difficiles. On l'a vu, hein, au bout de quelques jours, certains ont abandonné. Lui, expérimenté aussi, hein, mais il semble avoir affronté cette épreuve de la solitude. Oui, ça n'a pas l'air d'avoir marqué. Il parle de routine qui s'installe, qui vit visiblement assez bien. Oui, on en revient à l'expérience, comme le soulignait également Arnaud Boissière tout à l'heure. Voilà, on a quelqu'un qui est quand même à son 6e tour du monde en solitaire. Donc Jean-Luc Vandened, qui a donc franchi cette ligne d'arrivée il y a environ 1 heure, hein, à 10h13 exactement, qui a donc donné quelques réponses à la presse. Il va ensuite se diriger vers le village et vers le podium pour être acclamé par le public. On va retrouver justement sur les pontons Albin Mouton avec Grégoire de Châtillon. Oui, je suis actuellement sur le ponton. On a pris un peu de recul pour voir un peu toute la situation. Les gens l'attendent juste derrière les caméras. Les gens attendent Jean-Luc Vandened. Il est encore actuellement avec quelques journalistes en train de célébrer, en train de chanter à la gloire pour célébrer cette victoire sur cette Golden Globe Race. On va l'attendre. Il va forcément passer sur le ponton. On va le voir arriver. Et on va essayer de lui reposer une petite question juste pour TV Vendée. Mais en tout cas, les premières réactions de Jean-Luc Vandened, un homme fatigué mais content de cet exploit et qui nous a un peu expliqué ce qu'il s'était passé en mer, surtout lorsqu'il a cassé son mât et qu'il a eu toutes ces difficultés, ainsi que les dépressions successives à l'arrivée. Voilà un homme quand même qui a l'air assez serein et assez content de cet exploit incroyable qu'il vient de réaliser. Donc voilà, il va bientôt passer par là et va se diriger vers le village pour un petit discours d'ici quelques minutes. Merci beaucoup Albin. On le voit donc Jean-Luc Vandened sur les images avec à ses côtés Sir Robin Knox-Johnson, donc vainqueur de la première édition, et puis Don McIntyre, l'organisateur de cette course, qui a déjà annoncé une autre édition en 2022. Oui, une course qui logiquement devrait avoir lieu tous les 4 ans, c'est ce qui est annoncé. Il reste maintenant à savoir si elle repartira des Sables d'Olonne. Là-dessus, c'est encore le point d'interrogation. On le rappelle, donc le prochain concurrent, le deuxième à franchir cette ligne devrait être Mark Slatz, sans doute ce week-end. Oui, maintenant. On va attendre que la pénalité, la durée de la pénalité. On peut imaginer que ce soit 18 heures, la même pénalité qu'avait écopé Jean-Luc Vandened après avoir utilisé son téléphone satellite, puisque c'est bien ça qui est reproché à Mark Slatz, c'est d'avoir communiqué par téléphone avec son équipe pour avoir des informations sur la météo et la tempête Gabrielle qui sévit à partir de l'après-midi. Hein, dans quelques heures, elle va s'abattre sur la côte ouest. Et donc logiquement, oui, ce week-end, samedi ou dimanche, le Néerlandais passera la ligne d'arrivée en 2e position. Et puis ensuite, donc il y a 2 skippers qui sont au large du Brésil, hein, qui remontent l'Atlantique, qui eux devraient arriver dans les prochaines semaines. Là, pour l'instant, c'est compliqué d'avoir une estimation de leur arrivée. Hein, pour l'Estonien Uku Randma et l'Américain Istvan Kopar, qui sont au large du Brésil, environ 1000 milles d'écart entre les deux hommes, et Uku Randma qui se trouve encore à 3500 milles de l'arrivée. Et puis le petit dernier, le Finlandais Lehtinen, qui n'a pas encore franchi le
le Cap Horn, qui lui est attendu maintenant au mois de mai. Oui, ça va être encore long pour le Finlandais qui est à 700 000 du Cap Horn et qui est encore loin d'entamer sa remontée de l'Atlantique. Qui ne sera sans doute même pas là pour la cérémonie de remise des trophées qui est prévue le lundi 22 avril au Sables d'Olonne. Qui était la date d'arrivée de ce Robin Doug Johnston il y a 50 ans, c'est pour ça. Donc lui avait bouclé son tour du monde en 312 jours. Donc 100 jours de plus, on le rappelle, que Jean-Luc Vandened. Jean-Luc Vandened, donc vous l'avez vécu en direct, qui est arrivé à 10h13 exactement, qui a franchi la ligne d'arrivée à 10h13 et puis à 10h13. Et puis vous avez ensuite vécu en direct cette remontée du chenal avec du public qui était massé, un public, on l'a entendu, parfois un peu aussi ému de cette victoire de Jean-Luc Vandened. Donc on le rappelle, Jean-Luc Vandened, vainqueur de cette Golden Globe Race, vous l'avez vécu en direct sur TV Vendée. Il a franchi la ligne d'arrivée à 10h13 après 211 jours et 23 heures de course à 73 ans. Il remporte donc cette Golden Globe Race et devient le skipper le plus âgé à remporter un Tour du Monde en solitaire. Voilà donc pour cette émission spéciale qui s'achève, une émission spéciale arrivée de la Golden Globe Race. On remercie toutes nos équipes sur place. Vous les avez vues avec en mer Stéphane Martin, Sefulko Maoni, et puis également le long du chenal Alix Lano, Cyril Guillet, également sur les pontons Grégoire Dechet-Tillon et Albin Mouton. Merci également aux équipes techniques qui ont permis d'assurer cette émission spéciale. Merci beaucoup Aurélien pour vos précisions. Vous allez suivre dans un instant en direct la conférence de presse, la première conférence de presse de Jean-Luc Vandened qui sera donc à suivre en direct sur TV Vendée. Merci de votre attention. Très bonne journée sur TV Vendée.